Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois. Alors aujourd'hui, nous sommes le 5 mars. Je ne suis pas seul. En effet, j'ai avec moi deux chroniqueurs impressionnants, deux chroniqueurs qui ont bravé monts et marées, je dis ça à chaque fois. Bonjour Gabriel tout d'abord. Salut. Alors comment tu vas ? Ça va très bien. Eh bien, tant mieux, j'espère que tu es heureux de ces vacances qu'on a eues dernièrement. Ah bah oui, tout à fait. Ça fait du bien. Et puis, tu m'as également retrouvé Marie qui avait disparu depuis tout ce temps. Bonjour Marie. Bonjour tout le monde, bonjour. Alors, est-ce que tu as la forme ? Oui, ça va. Eh bien, tant mieux. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? Tout d'abord, on va donc évidemment parler des actualités sur la bande dessinée. Mais Jérémy, tu vas nous Jérémy, on pense à lui qui n'a pas pu être là. Je lui ai demandé, il n'a pas pu. Mais pardon, Gabriel, tu vas donc présenter quelque chose aujourd'hui qui est, rappelle-le-nous. Alors c'est les éditions exemplaires de Lisa Mandel. Alors, un petit résumé rapide. Qu'est-ce que sont les... Alors c'est Lisa Mandel, donc autrice de BD bien connue, qui lance sa maison d'édition avec plein d'autres auteurs. Et donc voilà, c'est une maison d'édition qui a pour but de rémunérer les auteurs de BD de manière plus juste. Donc voilà, on pourra en parler. D'accord, et on en parlera tout à l'heure parce qu'effectivement, le sujet de la rémunération des auteurs, en particulier en ce moment, est souvent dans les sujets de discussion. Et puis, Marie, il me semble que tu vas participer au débat avec nous. Exactement. Parce que aujourd'hui, je vous ai préparé un débat. J'ai trouvé ce sujet il y a la semaine dernière sur Internet, à propos... d'ailleurs, tu m'avais fait remarquer avant qu'on enregistre, Marie, que des BD érotiques et pornographiques qui sont de plus en plus présentes dans les rayons. Et donc tout cela, en fait, aurait un rapport avec le confinement. Donc on en parlera de ça, ainsi des dérives, et pourquoi pas du genre qui est un genre comme un autre. Pour l'heure, les sorties de bandes dessinées du mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire au mois de mars ? Alors, moi je vous propose un one-shot qui est Comme par hasard de Cyril Bonin, donc qui est sorti le 3 mars. L'histoire se passe en Europe au début du XXe siècle. On suit l'histoire de Victor Nimas, un comptable. Il adore les chiffres et grâce à eux, il peut comprendre le monde et tout prévoir. Car en fait, sa vie ne laisse pas de place au doute et à l'aléatoire. Sauf qu'un jour, en rentrant de chez lui, il va trouver par terre une place pour un opéra. Cet événement imprévu va changer le cours de sa vie, mais est-ce une bonne chose ? Voilà, Comme par hasard, le 3 mars, qu'est-ce que vous en pensez ? Énigmatique. C'est vraiment, j'aime bien le concept de personne qui fait tout, qui ne change pas sa vie en fait, qui est coincé dans ses habitudes. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Ça fait partie de ces one shot. Et par contre, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Il y avait une BD qui était sortie récemment sur un jeune qui travaille dans un bureau qui décide de faire une grève du travail. Est-ce que vous n'aurez pas le titre ? Ça me dit rien du tout. Parce que c'était un peu dans la même histoire, c'était quelqu'un qui décidait de ne pas travailler pour faire la grève. Enfin voilà, c'est des histoires qui je trouve très intéressantes. Je regarde rapidement, je retrouverai. Sinon, le 5 mars est sorti aujourd'hui, Le Ministère Secret de Johan Sfar et de Mathieu Sapin. Donc ça, pour le coup, c'est des noms qui nous parlent un petit peu plus. Donc, Ministère Secret, que je vous avais déjà parlé, par découvrir l'histoire improbable du Ministère Secret. En fait, c'est un service qui est secret, qui veille sur la France. Alors, service composé de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Et en fait, ils vont devoir faire face à Yakov Kurzberg, une sorte d'homme mi-granite, mi-géant, qui semble avoir des liens avec Vladimir Poutine. Une histoire abracadabrantesque qui parodie les séries d'espionnage et les situations loufoques. Donc pour le coup, elle est enfin disponible, cette bande dessinée, et je ne peux que la conseiller. Bah oui, bien sûr, ça s'annonce génial. Ouais, c'est vrai, mais est-ce que tu la conseilles à lire quand on est en prison ?
C'est la Alors, vraie question. c'est vrai qu'il y a des histoires comme quoi des anciens présidents de la République qui auraient des problèmes avec la justice. Et ben écoute, je pense que oui, pourquoi pas, hein, ça peut être une très bonne lecture en prison, parce qu'il y en a une dans la BD. Donc, Ah bah pour passer le temps, entre deux rondes. non, puis voilà, c'est très loufoque. Hein. Moi, j'avais pu la lire en avant-première grâce au magazine Spirou. Mais pour pas spoiler, il y a Greta éco-terroriste, Greta Thunberg, donc en éco-terroriste. Rien que pour ça, c'est drôle. Enfin, il y a vraiment des situations un peu improbables. Donc, le ministère secret, le 5 mars. Je propose également Total Combat de Jack Manini, qui est sorti le 3 mars. L'histoire suit celle de Jimmy Perez, un excellent combattant de MMA, donc un sport de combat où tout est permis. Et il est amoureux d'une femme, Jaselyne, et cet homme est promis à une carrière extraordinaire, il semble invincible. Sauf qu'un jour, tout s'effondre. La venue d'un adversaire inattendu va chambouler sa vie et le détruire, physiquement et mentalement. Donc, une histoire sur le sport comme on en fait souvent. Mais le style de dessin, rien que sur la couverture, ça claque à fond. Donc, si... Bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, non, j'acquiesce. Ah, tu l'as sous les yeux, là ? Ouais. Ouais, donc Total Combat. Alors moi, je suis pas très fan des histoires sur le sport, mais là, pour le coup, les dessins sont vraiment stylés et je me demande à quoi peuvent ressembler les scènes de baston à l'intérieur. Donc, pour le coup, intéressant. Et enfin, vu que le mois de mars, c'est également le mois de la sensibilisation sur l'endométriose, il se trouve que 2 bandes dessinées qui traitent de ce sujet sortent le 10 mars. Donc juste une endométriose de Fanny Robin et de May Fédé-Gribouilly, et Il était une fois mon endométriose de May Fédé-Gribouilly uniquement. Et donc on va, avec ces 2 bandes dessinées, on va découvrir le quotidien de ces 2 femmes qui nous expliquent cette maladie méconnue et qui pourtant touche une personne menstruée sur 10, rien qu'en France. Donc c'est quand même pas mal de monde. Et donc on va pouvoir découvrir la maladie, les difficultés, le tout avec humour. Et donc ça permet de pas démocratiser, mais dans le sens où ça vulgarise en fait cette maladie pour qu'elle soit plus compréhensible. Moi, c'était une amie qui m'a parlé de cette BD et elle veut l'acheter, etc. Et en fait, elle m'a dit que c'était super pédagogique, qu'elle avait entendu un peu les autrices parler, etc., que c'était assez pédagogique, que ça expliquait vraiment bien et que ouais, c'est fait avec cette volonté de vouloir un peu aussi vulgariser la chose et comment dire, montrer que c'est normal, quoi. Oui, c'est ça. Parce que vu que c'est une maladie qui est souvent mise sous silence, et bien là, ça permet justement de briser ce tabou. Donc voilà, même si vous connaissez cette maladie ou vous ne la connaissez pas, c'est toujours intéressant. De toute façon, c'est des petits livres qui se lisent bien. Et enfin, en bref, sortira ce mois-ci le dernier tome de Plantes vs Zombies, Donjon Antipode 9999, le tome 21 de l'Ours Barnabé, le tome 7 des Enfants de la Résistance, et enfin le tome 25 de Troll de Troie, une excellente série spin-off de Landfeust pour les connaisseurs. Est-ce que vous connaissez d'autres bandes dessinées qui sortiront ce mois-ci ? Pas de mon côté. Alors moi, oui. Ah, J'avais vu une BD qui sort sur la vie de Leonard Cohen, qui s'appelle Sur un fil, et qui a l'air super cool. Et qui, alors j'ai vu que des extraits, mais je sais plus du tout quand elle sort. Et elle avait l'air vraiment cool, et j'avais vraiment aimé les couleurs, et ça... En fait, ça mettait vraiment dans une ambiance en voyant juste quelques planches qui fait vraiment penser à la musique, en fait, de Leonard Cohen. Et ça me tentait bien. Je crois que c'est, je regarde, c'est de Casterman, la maison d'édition, et c'est fait par Philippe Guibard. Voilà, ça intéresse des gens qui aiment bien aussi cet artiste. Je vous la recommande, du coup. d'accord. Bah, pourquoi pas, oui, on en avait déjà parlé dans les toutes premières émissions des bandes dessinées qui s'inspirent du monde de la musique. Et d'ailleurs, une dernière BD qui sort également ce mois-ci. Est-ce que vous connaissez Largo Winch ? Largo Winch ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bien sûr, ouais. Ah, Gabriel, Ah, merci. si.
Merci Gabriel. C'est un classique de la BD d'espionnage. Voilà, alors, comment on pourrait te faire un résumé rapidement, Marie? Ouais, c'est un type, il est héritier de la plus grande fortune du monde entier, et il y a tout le monde qui veut lui casser la gueule, et vu que c'est un, c'est un mec qui a peur de rien, alors il y a plein d'explosions, il y a des femmes, il y a de l'espionnage, il y a des coups bas, enfin bref, c'est une BD d'aventure très 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 cool. Eh bien, il se trouve que va sortir en fin du mois un spin-off qui parlera des origines de la fortune de la famille de Largo. Donc voilà, avec un nouveau dessinateur, donc pour étendre cet univers, c'est vachement cool. Bon, eh bien c'était les sorties bande dessinée. On va écouter un petit peu de chansons. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose ou alors on verra plus tard? Bah écoute, puisqu'on en parle, Leonard Cohen, ça me semble tout indiqué. Eh bien, moi je ne connais pas Leonard Cohen, donc ça sera l'occasion de découvrir. Tu me passeras, Gabriel, un de Leonard Cohen qui t'intéresse, une musique, ou, comme tu veux. Avec plaisir. Et puis, bah, on va découvrir ça ensemble et on se retrouve juste après où justement tu nous parleras de cette maison d'édition, si j'ai bien
avec Gabriel et Marie. Hein. Et Gabriel, tu vas nous parler donc, d'une maison d'édition qui a un aspect intéressant. Eh bien oui, je vais vous parler donc de la maison Exemplaire. Donc voilà, c'est Le nom est bien choisi. une maison Hein. d'édition que... Ah bah oui, en fait, il y a un an, je vous avais parlé de l'année exemplaire que faisait Lisa Mandel sur Instagram. Donc chaque jour, elle postait une petite BD, du récit de son année qui se voulait exemplaire. Donc elle arrêtait de fumer, de boire, elle faisait du sport, elle faisait attention à ce qu'elle mangeait. Et de cette année exemplaire, qui d'ailleurs va être publiée, hein, elle a tiré le nom donc, de la maison d'édition qu'elle crée, qui part donc du constat bien connu que les auteurs de BD sont à 36%, je crois, sous le seuil de pauvreté. Donc c'est assez énorme. Parce que justement, on en avait parlé hein, quand Ben Sculptors et Samuel Rimbaud étaient venus l'été dernier, ça remonte maintenant, où ils avaient eu des problèmes justement avec les maisons d'édition qui ponctionnaient pas mal hein, sur le prix du livre. Ah oui, on parle vraiment de à peine 10% de droits d'auteur en fait, hein, qu'ils ont fait pourtant eux-mêmes quoi. C'est ça, et au final c'est les autres qui touchent le plus. Et donc la maison d'exemplaires est là pour pallier à ce problème. C'est ça, oui, donc ça fonctionne en mutualisant en fait les coûts de production, quoi, un petit peu comme sur le modèle d'une coopérative. Et donc ils espèrent comme ça que les auteurs édités là gagnent 4 à 5 fois le montant qu'ils auraient gagné dans une maison classique. Et c'est une maison d'édition... Ambitieux, quoi. Ouais, mais la maison d'édition, elle est ouverte à tout type d'écrit ou c'est spécialisé dans la bande dessinée Alors c'est spécialisé dans la bande dessinée pour l'instant. D'accord. Mais il y a des grands noms, hein, donc... Marie oui. Justement, je voulais te demander qu'est-ce qu'il est projeté d'être sorti de cette maison d'édition, enfin, outre du coup Lisa Mandel, je suppose. Ah bah écoute, par exemple, il y a Théo Grosjean qui va être édité là. Donc voilà, hein, l'homme le plus flippé du monde sur Internet. On en avait parlé, je crois. Oui, avec elle aussi. Avec son ami imaginaire qui le suit partout. Donc l'homme le plus flippé du monde, qui est vachement bien. Donc ouais, il va publier un récit autobiographique à ses éditions. Sinon, il y a aussi Marc Dubuisson, donc, qui est plus connu sous le pseudonyme de Un Pied. Vous savez, il fait des petits strips de 3 cases sur l'actualité. Enfin, voilà, pour les grands noms, quoi. Ouais, ça me dit quelque chose, Un Pied. Alors souvent, ça tourne pas mal sur les réseaux sociaux, voilà, dès qu'il y a une actualité un peu brûlante. Oui, mais donc, ouais, elle est toute nouvelle, donc elle a encore le temps de se... C'est même... Oui. Bah, en espérant, ouais, donc ça, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, bien sûr, j'espère que ça va marcher, hein, mais d'un autre côté, je me dis que vouloir faire cet îlot là d'édition au milieu d'un paysage qui est quand même majoritairement dominé par les grosses entreprises d'édition. Enfin ouais, je suis assez curieux de savoir si ça va tenir dans la longueur. Ça va résister à la concurrence des grosses boîtes, quoi. Ouais, ce qui m'étonne assez, c'est, je pense que sur le papier, l'idée est vraiment, en fait, se comprend et elle a vraiment des raisons. Bah voilà, quand on parle de la rémunération qui est extrêmement faible pour les auteurs, et en fait ça entraîne plein de problèmes, que ça soit, je veux dire, juste aussi précariser des artistes, mais aussi ça entraîne le fait qu'il y ait une standardisation dans la production, parce que il faut être pris dans les maisons d'édition, etc. Et parce que sinon, quand déjà que tu touches pas grand chose, alors en plus si tu vends rien, c'est mort. Et mais en fait, juste, ça me paraît pas nouveau en fait cette idée-là. Et du coup, je suppose qu'il y a déjà d'autres auteurs qui ont, sous le modèle d'une coopérative, ont essayé de faire des choses à leur petite échelle pour changer les grandes choses. Mais je sais pas aussi si ça durera dans le temps, si ça aura un impact puissant sur
l'industrie d'édition, qui est quand même un géant, quoi. Ce qui serait vachement intéressant, c'est quoi le nom de la personne que tu m'avais dit? Lisa Mandel, c'est ça? Lisa Mandel, ouais. Bah, Ça fait Lini Patalo. Hein, ce serait qu'on essaye de la contacter pour l'inviter à Fréquence BD, justement, pour qu'elle nous parle de plus en détail de sa maison d'édition. Ce serait vachement sympa. Mais ce serait super, ouais. Lisa Mandel, si tu nous écoutes actuellement, n'hésite pas. C'est sûr, hein, de toute façon. Bah, tu sais, hein, Sûrement de passer dans Lorraine, voilà, elle doit capter Fréquence BD tout de suite. Ah bah non, mais tu sais... c'est quand même la meilleure émission de radio sur la BD. Hein. Bah oui, c'est surtout à Fadjet, c'est la seule. Hein. Mais blague à part, la vraie question que je me pose, c'est que si les maisons d'édition et autres prennent autant d'argent, que le libraire prend autant d'argent sur le prix d'un livre, est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas trop le choix? Tu vois, c'est vraiment la question que je me pose. Dans le sens où l'auteur il se fait couillonner, mais d'un autre côté, si tu lui donnais plus, alors ça casserait les autres chaînes au-dessus. Tu vois, c'est la question que je me pose. Bah, je pense que si tu donnes plus à un auteur, déjà il faudrait pas augmenter le prix des BD, je pense. Ça serait une solution. Ça serait pas la bonne solution en soi. Non. Mais je pense que voilà, il y a quand même des gros éditeurs qui empochent énormément d'argent, parfois sur des petits auteurs ou sur des auteurs nouveaux, etc. Et ça va dans les poches des actionnaires de la maison d'édition, mais je pense qu'il faudrait mieux rémunérer le travail des auteurs, quoi. Après, bien sûr, il faut que toutes les étapes de la publication soient rémunérées justement, hein, mais je pense qu'il y a un déséquilibre entre les profits, on va dire, faits par l'éditeur et la rémunération de l'auteur, des imprimeurs, etc. Et justement, tu fais bien d'en parler parce que j'avais vu que certains auteurs, sur un article, étaient obligés en fait de faire un principe de Kickstarter pour leur projet. Donc le Kickstarter, c'est une demande de dons, hein, tout simplement, pour la réalisation d'un projet. Donc, oui, totalement. Et d'ailleurs, j'allais y venir parce que les éditions exemplaires, elles ont été financées par Ulule à la base. Pas un Kickstarter? Par un Ulule, du coup, par Ulule. Je sais plus comment on appelle ça. Ulule, oui, c'est une plateforme générique. Oui, voilà, le crowdfunding. Ouais, crowdfunding, c'est ça. Moi, je préfère... Oui, Kickstarter, c'est dans le domaine du jeu vidéo, plus souvent. Mais... oui, effectivement. Oui, bah, après, c'est ça le problème, hein, c'est que quand t'essayes d'être juste avec les gens, pas de t'exploite, mais les gens avec qui tu travailles, bah, forcément, c'est plus compliqué à lancer. Et justement, passerelle intéressante, transition intéressante, j'avais vu que les institutions culturelles qui représentent la France en Italie se sont engagées en faveur du 9e art. Et donc en fait, ils ont alloué des fonds pour mettre en avant des auteurs, tout simplement, pour promouvoir le 9e art et le rendre un peu plus noble. Donc, c'est super. Donc en fait, la Villa Médici a déjà acquis 276 ouvrages de bande dessinée française pour justement la promouvoir en Italie. Et donc voilà. Est-ce que tu sais comment ils comptent promouvoir en fait ça? Alors, de ce que j'en ai compris, alors, il y avait une interview de François Olisslaguer, je ne sais pas comment on prononce ça, qui avait fait partie des auteurs, hein, qui avait été... Parce que c'est une... En fait, si tu veux, le principe, c'est que c'est une villa où il y a des auteurs de bande dessinée qui y vont pour travailler tous en commun. Et le concept, c'est que cette villa-là permettait de faire un rayonnement de ces auteurs. Et donc, en fait, là, ils ont remis de l'argent dans la machine pour relancer un peu tout ça. Mais par exemple, là, celui qu'on parle de la diffusion, tu sais, parce que moi, je vois pas le lien, là, du coup, avec le fait de promouvoir. Le truc, c'est... Je sais pas ce que tu veux dire, mais... en fait, ça m'a fait penser cette histoire de crowdfunding pour financer la maison d'édition avec les gens, avec justement les institutions culturelles qui ont injecté de l'argent dans la promotion du 9e art, tu vois. Donc, ouais, Gabriel, je sais pas ce que t'en penses de cette initiative-là, justement, pour promouvoir. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative, hein. C'est sûr que là, depuis quelques années, on voit que la BD, elle a quand même le vent en poupe.
que voilà, ça commence à être de plus en plus accepté, voilà, parmi un art et tout, qui nécessite aussi des subventions comme le cinéma, etc. Mais je pense que pour vraiment lancer de jeunes auteurs, pour que le secteur voilà, se renouvelle et soit pas trop, tout simplement pas trop marchand, en mercantile, il faudrait que ce soit au niveau des lois, que voilà, qu'on impose des choses pour que les auteurs soient rémunérés dignement. Pour un peu enlever leur non-concurrence en fait à ces maisons d'édition. Enfin, mais, Oui, c'est clair. mais pareil, j'ai des contacts dans une maison d'édition. En fait, j'en amène un ici pour qu'il nous parle Ça pourrait être très intéressant. comment ça se passe à l'intérieur, parce qu'on peut critiquer, mais on ne sait pas trop comment c'est fait à l'intérieur. C'est ça tout le problème de la chose. Est-ce que, Marie, tu as quelque chose à rajouter avant que nous écoutions une nouvelle chanson? Ouais, je pense que vous avez... Non, mais je pense que là, on a assez bien résumé le problème. Après, voilà, c'est quelque chose qui est presque tentaculaire, parce que comme tu dis, on ne sait pas non plus ce qui se passe exactement dans les maisons d'édition. Et il y a certains auteurs, donc c'est des choses qui sont... moi, j'ai déjà lu des témoignages en fait d'auteurs de livres, mais je pense que ça ne doit pas être extrêmement différent. Et il y a énormément de pression, il y a énormément de... En fait, les maisons d'édition, elles ont vraiment un objectif extrêmement très très mercantile et très elles fonctionnent vraiment comme des boîtes de promotion des produits, quoi. Des œuvres qu'elles voient comme des produits. Donc ouais, tout ça gangrène énormément la création, etc. Donc c'est vraiment un problème plus large et un problème que finalement oui, l'État devrait en tout cas gérer. Enfin, en tout cas, les changements, ils pourront pas venir uniquement des maisons d'édition elles-mêmes, quoi. Oui, de toute façon, tout le monde devrait y mettre la main à la pâte. Puis, si jamais des personnes travaillant dans des maisons d'édition nous écoutent, contactez-nous via Fadjet. On sera ravis de vous lire. Juste, petite information, je ne l'avais pas vu passer, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a une loi qui a été promulguée le 26 janvier 2021 qui rend les librairies et les disquaires commerce essentiel. Voilà. Donc, oui. Je l'avais pas vu, on n'en avait pas parlé, mais voilà, je souhaitais le placer. Oui, c'est clair. C'est la moindre des choses, j'ai envie de dire. Enfin voilà, alors qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? Ça Marie de choisir. Marie. Eh bien, alors ça n'a absolument rien à voir avec notre sujet, mais c'est pas grave, on peut écouter Sister de The Black Keys. Eh bien, Sister de The Black Keys, et juste après... On va dire qu'il n'y a pas beaucoup de chansons sur les maisons d'édition de BD. C'est sûr. On aurait pu mettre des chansons sur l'argent. Oui, on aurait pu mettre Money, mais non, mais ça sera Sister. Ça sera les Sisters, et pas la bande dessinée pour le coup. Donc les Sisters. Et juste après, nous parlerons de la bande dessinée érotique, parce que même si la Saint-Valentin s'est passée, c'est la remarque qu'on m'a fait, mais bref, voilà. Donc on va en parler, et de l'explosion tout simplement de cette thématique depuis le confinement. Donc nous nous retrouvons tout de suite après les Sisters. When your heart is hollow
Vous êtes bien de retour sur Fréquence BD, votre émission de bande dessinée tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet. Et aujourd'hui, Marie, Gabriel, je vous ai concocté un débat, un débat qui sera peut-être tumultueux, je ne sais pas, on verra. C'est donc sur la BD érotique en France. Alors oui, il y a des BD d'espionnage, des BD d'aventure, des BD de science-fiction et il y a également des BD érotiques. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois, j'avais croisé un vieux qui était étonné que ça existe. Donc, c'est un peu con parce que c'était à son époque qu'on avait le plus. Enfin bref, la bande dessinée érotique et pornographique revient en force depuis le confinement de l'an dernier, en fait. Mais quand... Oui, déjà un an. Oui, ça fait un an. Mais quand je dis qu'elle revient en force, c'est pas genre il y a un album par mois. Non, là, quand je faisais mes recherches pour savoir les BD qui sortaient le mois de mars, il y avait au moins une quinzaine de BD érotiques qui sortaient ce mois-ci, hein, avis aux intéressés. Et donc non, c'est un style qui renaît. D'ailleurs, je vous avais envoyé, bon là c'est pas vraiment de l'érotisme, mais la couverture de Joe Galaxy, hein, donc Joe Galaxy qui est en fait tout simplement des republications des années 70 qui se refont, donc les BD érotiques de l'époque. Enfin voilà, il y a ça, en fait, le sujet revient sur la table. Et en fait, ça s'explique par le fait que pendant le premier confinement, on se faisait pas mal chier. Et vu qu'on pouvait voir personne, des gens ont trouvé réconfort dans ces bouquins, tout simplement. Moi, chercher plus loin. Et alors, pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que le 10 mars va sortir donc une bande dessinée qui fait déjà polémique avant même qu'elle soit sortie. Parce que le concept de la bande dessinée érotique, c'est que c'est toujours à peu près le même topo. C'est des mecs qui se tapent des meufs, il y a des nichons, bref, voilà, on s'attend à pas plus, même s'il y en a certaines qui redoublent d'inventivité avec des histoires profondes. Mais là, ce n'est pas le cas de cette bande dessinée qui va sortir le 10 mars, qui est Nyala. Est-ce que ça vous fait pas rêver, Nyala? C'est un joli titre au demeurant. Voilà, joli titre. Alors Nyala, qu'est-ce que c'est? Alors, je pourrais vous lire Alors, Nyala, c'est en gros Tarzan mais en femme. Là où Tarzan a été élevé par des orang-outans, c'est quand même un peu stylé. Nala, tout simplement, était éduqué par des bonobos dans la forêt. Donc, les bonobos, je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous savez très bien c'est quoi leur activité favorite. Non, ça ne veut pas. Je le devine. Qu'est-ce qu'il y a? En branche. C'était de branche en branche. Et non. Être heureux dans la... Et si seulement, non, les bonobos sont connus pour être sexuellement très actifs. Et donc, voilà, faut pas avoir fait des écoles sup pour comprendre qu'est-ce qu'elle a appris avec les singes, Nyala. Et bon, même si le speech a l'air un peu naze, le vrai problème, c'est que Nyala, elle est noire, elle a été élevée par des singes, donc en termes de crédibilité en 2021, c'est un peu chaud. Et surtout, ça se passe pendant l'époque des colons. Et donc, cette brave Nyala va donc satisfaire ses colonisateurs de son pays avec son corps. Et c'est là le problème. C'est ce fétichisme de la femme noire qui est là, qui, avec sa sauvagerie, va, corrompre de bonheur, et couvrir de luxure ces hommes blancs qui viennent coloniser son pays. Enfin voilà, d'où est partie la polémique, c'est que ça se fait pas. Oui. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Je suis assez d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis assez d'accord avec toi. Voilà, c'est quand même chaud hein, que ça sorte aujourd'hui. Et en fait, les auteurs se sont défendus en disant que c'était un hommage aux bandes dessinées érotiques des années 50. Soit. Mais c'est un peu forcé, hein, l'hommage. Hein. Mais c'est surtout qu'un hommage, c'est pas forcément reproduire les mêmes erreurs qui ont été commises par le passé, quoi. Enfin, en tout cas, parler des mêmes choses comme si de rien n'était. Enfin, je veux dire, on a quand même il y a quand même eu des progrès surtout sur, je sais pas, par exemple, la place de la femme lors de la période coloniale, etc. Enfin, il y a vraiment des gens qui cherchent
cherchent sur ces sujets-là et tout, qui vont essayer de débunker plein de fausses idées. Et c'est vrai qu'en ramenant sur la table ce sujet-là, en l'abordant comme ça de façon vraiment cliché et grave, vraiment gravuleuse, et etc. C'est vraiment problématique. Parce que voilà, le problème, c'est que même si ça soit un hommage ou non, ça renvoie toujours voilà, le côté de la femme exotique, qui a des noix de coco pour cacher ses seins là, et qui va te faire des trucs. Enfin, faudrait peut-être changer d'idée. Et ce qui est assez drôle, hein, donc c'est deux Gugus qui ont fait cette bande dessinée, Jean-Christophe Devenet et Christian Rossi. Et ben, il se trouve que ce cher Devenet a participé en fait à un projet BD sur la représentation féminine dans la bande dessinée qui s'appelle Héroïne. Donc voilà, on peut aussi se poser des questions. Le mec il fait un truc qui parle que de la place de la femme dans la bande dessinée et il sort ça juste après. Et puis voilà. Et surtout, Niala, ça ne serait que des scènes de fesses avec des adultes, ok, mais sauf que le problème c'est qu'il y a des scènes qui sont à la limite de la pédopornographie. Et ça, c'est un peu moins ouf. Tout pour plaire, vraiment, elle coche toutes les cases, c'est incroyable. C'est ça, c'est le combo raciste, fétichisme, pédopornographie. Enfin, vraiment, on est pas mal. Et donc, c'est même pas le coup d'essai de cet éditeur, parce qu'il y a quelques années, ils ont publié donc Petit Paul là, de Bastien Vives, qui quand même dont le pitch même est d'être pédopornographique. C'est vrai. Alors d'ailleurs, l'éditeur qu'on n'a pas dit, c'est Glénat. Donc Glénat, c'est pas n'importe qui. Glénat, qu'on fait plein de choses. Et en fait, le truc, c'est que l'an dernier, il me semble, c'était l'an dernier, Glénat a voulu élargir en fait ses collections et a voulu faire une collection érotique pornographique. Et le problème, c'est que comme tu l'as dit, il y a eu Petit Paul, donc qui était pédoporno. Et maintenant, ils sortent Niala, donc typiquement, les mecs, soit ils n'ont pas compris ce qu'était l'érotisme, soit ils n'ont pas compris à qui s'adresser pour en faire. Enfin, dans tous les cas, il y a un problème d'un des deux côtés. Et, je pense que tu as bien résumé le truc. Et en fait, justement, donc il y a la pétition qui a été lancée sur Twitter. Et donc, comme d'hab, il y a le camp des insurgés qui disent on ne peut plus rien dire, et tu as le camp des gens qui disent non, mais quand même, il y a de l'abus. Alors, le truc, c'est que le camp des gens du on ne peut plus rien dire se sont défendus derrière le second degré. Et c'est là où, en fait, parce qu'ils ont dit qu'en fait, c'était une parodie. Mais là, on pourrait alors se demander où s'arrête le second degré. Est-ce qu'on peut encore appeler second degré quand ta bande dessinée est destinée à être vendue à un large public? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est pas ça, mais vas-y, je t'en prie, Gabriel. Non, vas-y. Non, vas-y, comment ça, c'est pas ça? On ne sait pas comment parler, mais on a tous envie de prendre la parole sur ce sujet polémique. On n'a qu'un seul micro, on connaît bien. C'est ça. Mais non, mais en fait, le truc, c'est que le second degré, il peut être vendu. Je pense que c'est pas tu peux faire un produit commercial qui est second degré. C'est pas le problème. En fait, le truc, c'est que généralement, le second degré, au bout d'un moment, tu captes ce que c'en est. Et là, dans ce que tu m'as décrit, on n'a pas lu la BD évidemment puisqu'elle n'est pas sortie. Mais je vous ai mis, il y a des extraits qui sont disponibles, mais c'est ça. Sur les extraits et même en regardant un petit peu pendant les pauses, ça n'a pas l'air d'être explicitement du second degré. C'est ça le truc aussi, c'est qu'on peut pas simplement dire dès que c'est polémique et que c'est un peu, c'est un peu tabou, on touche au non-dit ou des trucs comme ça. Dire ah non mais en fait c'est du second degré, c'est super critique, c'est politique machin. En fait ça marche pas. Du coup, moi, c'est ça le truc, c'est que j'ai vraiment même pas l'impression que rien que dire c'est du second degré, ça soit valable. Surtout, on peut se poser la question, où est la limite du second degré, tu vois? Et en fait, j'en avais parlé avec un ami en préparant l'émission, et en fait, on a été à peu près d'accord sur la même chose. On aurait pu considérer comme du second degré si c'était pas érotique, tu vois? Si vraiment, c'est juste, voilà, la nana, elle était élevée avec des bonobos, il y a des situations improbables avec les colons, ça aurait fait de l'humour beauf, mais ça aurait pu passer, tu vois. Mais là, je pense qu'en rajoutant le côté érotique et que ça sous-entend que voilà, elle va se soumettre aux hommes blancs qui arrivent dans son pays, tu vois, il y a quand même une autre connotation derrière. Donc, je sais pas ce que t'en penses, Marie. Moi, je pense pas, parce que je pense que c'est pas uniquement le facteur
érotique qui fait que c'est problématique. En fait, il y a vraiment, en fait, il y a plein de problèmes. Juste, tu peux pas parler. En fait, il y a des sujets aussi. Il faut savoir être un minimum, comment dire ça, Impliqué. solide. Solide sur ses applis. Je veux dire, quand tu parles des colons qui arrivent dans les pays, etc., et que tu romantises ça en en faisant une histoire sexuelle, etc., ou même juste en n'en faisant pas une histoire sexuelle, ça tu peux pas. Je pense que c'est trop. Je pense que on peut pas simplement faire comment dire ça. J'arrive pas à expliquer bien. Je suis désolée, je bafouille et tout, mais le truc, c'est que, tu vois, rien que ça, je pense que c'est problématique. Rien que l'idée de vouloir, là, montrer un peu que les colons, ils sont gentils, machin. Rien que ça, c'est problématique, tu vois. Sans même le côté sexuel, ça aurait pu être un homme, ça aurait été aussi problématique. Je pense. Parce qu'en fait, c'est faux. Enfin, c'est ça aussi, le truc. Oui, c'est un peu du révisionnisme, en soi. Enfin... En gros, ce que tu voulais dire, Benjamin, c'est que... moi, je l'ai compris comme ça, et si c'est comme ça, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que vu que c'est érotique, c'est difficilement un autre genre. Tu vois, c'est pas de l'humour, par exemple. Oui, surtout le second degré, oui, ça s'applique à l'humour. Et l'érotisme, c'est alors pas que là, de l'érotisme au second degré, je sais pas à quoi ça ressemble. Quoi. Parce que bon, si on n'a pas encore... Enfin, dans l'extrait que j'ai vu, donc Niala qui fait donc un rapport buccal avec un petit garçon, bon, du second degré, moi j'appelle pas ça du second degré, tu vois. Mais oui. Enfin, je vois pas trop comment tu peux le défendre. Non, mais en fait, elle faisait ses lacets. Enfin, tu vois, bon, bon, voilà. Non, c'est une situation de décalage. Là, ça a l'air de s'ancrer dans un contexte assez réaliste, etc. Et c'est un décalage. Ouais, par contre, les dessins sont super beaux, ça tu peux pas le retirer, mais... Et donc, voilà, Niala, et le truc, c'est que j'ai pas retenu les titres, mais voilà, il y avait d'autres bandes dessinées qui là, au lieu que ça soit le fétichisme de la femme noire, c'était de la femme asiatique. Bref, il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Et... Non, il n'y en a pas pour tous les goûts, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Aussi. Il n'y en a pas pour tous les goûts, c'est aussi ça le problème. Oui, il n'y en a pas pour tous les goûts, il y en a pour... Enfin, c'est compliqué. Et donc, en plus, il y a une version collector de cette bande dessinée qui va sortir. Alors, vraiment incroyable, genre c'est l'événement du siècle. Pourquoi pas. D'accord. Voilà, et les mecs ils font même une séance de dédicace. Donc la séance de dédicace, je me demande à quoi ça va ressembler. Mais... Et donc, pour essayer de la faire courte, parce que je me répète un peu, suite, en fait, sur le site de Glénat, il y avait donc le synopsis de cette bande dessinée polémique qui avait été mis, et suite à la polémique, le synopsis a été viré, ça a juste été transformé en lol, il y a une meuf dans la forêt, elle se tape des mecs, en gros. Et donc, le truc, c'est que Glénat ne souhaite pas reconnaître que c'est un peu tendancieux. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la pétition va sans doute servir à rien, que ça va sortir, et qu'au final, ça donne pas forcément une belle image de la bande dessinée, si on peut se permettre de sortir ça. C'est clair. Puis ouais, ça donne pas une bonne image de plein de trucs, tu vois, genre de la BD érotique, de la BD tout court, de Glénat, de plein de trucs. Mais... Ouais. Après, Glénat, ils ont fait un choix. En disant là, on vire le synopsis. Comme on l'a dit tout à l'heure, les maisons d'édition, elles s'engagent jamais dans des projets au hasard. Donc, un petit peu du foutage de gueule. C'est sûr qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Non, ça va leur faire de la pub quand même. Ah oui, c'est sûr. Le bouquin, en plus, là, tu vois, j'en parle, donc je fais de la publicité. S'il y a quelqu'un qui le croise en magasin, il y a de fortes chances qu'il va se dire « Ah tiens, j'en ai entendu parler », même s'il ne se souviendra pas de c'est ici, il en aura entendu parler, tu vois. Oui, c'est clair. Mais d'ailleurs, moi, je me demandais, c'est quoi le projet derrière, en fait. Pourquoi ils ont choisi ce thème-là, etc. Mais en fait, je me demandais est-ce que vous pensez, selon vous, que ça rentre dans cette logique-là de faire de la polémique ? Parce que vraiment, faire un sujet sur le colonialisme, tous les trucs qui sont actuellement là un peu polémiques dans notre société, ils s'en foutent, quoi, ils font des débats là-dessus. Donc, c'est peut-être aussi un débat pour être...
vendre. Je sais pas ce que vous en Le pensez. truc, je te dis, Je pense bien, oui. si je reprends le synopsis qui avait été donné sur Glénat avant qu'il se supprime, mais qui a été repris par plein de sites, hein, c'est la BD, c'est avant tout un hommage aux BD d'aventure décomplexées des années 50. Ah oui, d'accord. Voilà, l'objectif c'était juste rendre un hommage. Alors, je sais pas trop à quoi ça ressemblait dans les années 50, mais je pense que c'était encore pire. Donc, En plus, quand ils disent complexé, peut-être que derrière, il y a l'idée de se dire ah, aujourd'hui, justement, on peut plus rien dire, comme tu le disais tout à l'heure. Alors qu'en fait, si. oui. Sinon, les BD avec humour beauf, il y en a plein et ça existe encore, tu vois. Donc, Il y a des manières de dire les choses, vraiment. C'est vraiment des sujets avec lesquels on peut parler, mais juste il y a des manières de le faire. Oui, c'est clair, je pense pas que vous êtes pour la censure non plus, quoi. Enfin, moi non plus. Non, mais c'est pas une question de censure, mais ils auraient fait un résumé qui était moins. Enfin, vous le lirez, ce résumé, hein, il se trouve facilement sur internet, mais qui était moins sensuel, chaudasse et tout ça, bon. Tout le monde s'en aurait foutu, tu vois, mais vu que le résumé il était à fond, et tout. Voilà quoi. Et le truc, c'est que vraiment, en présentant les choses comme ça, enfin, je veux dire, juste rien que de dire que c'est une femme noire qui grandit chez les singes, juste rien que ça. Oui, Ouais, juste rien ça. que ça, c'est de mauvais goût, quoi. Ils auraient pas précisé la sorte de singe, à la limite, ok, mais alors, juste Bonobo, moi, ça m'a terminé. Hein, quand ils ont rajouté ça, c'est. Mais en plus, vraiment, il y a eu énormément de polémiques il y a vraiment quelques années là-dessus, et ça a été jusqu'à des procès. Donc, c'est impossible qu'ils l'ont pas fait de façon volontaire, en fait. C'est impossible. En plus, Bonobo, vraiment, il y avait eu une polémique, je sais plus quand, quel ministre avait été traité de singe Bonobo. Ouais. Mais je crois que c'est Taubira, mais je suis pas sûre. Et vraiment, donc, c'est voulu, quoi. Et c'est ça aussi qui est grave, c'est que si c'est voulu, enfin, juste ça pose des questions, enfin, je sais pas, genre, c'est parce que dans vos têtes, quoi. Sincèrement. Mais bon, voilà, le problème, c'est que Glénat n'a pas voulu communiquer plus que, on fait ce qu'on veut. Donc, bon, tant pis. C'est comme ça. Donc voilà, après, bon, la BD érotique, hein, faut pas s'attendre à de la grande littérature, même si je vous dis qu'on peut avoir des surprises. Mais voilà, disons que c'est quelque chose qui existe et peut-être qu'on sera amené à en reparler si des polémiques du type referaient surface. Eh bien, je pense que ça va être l'heure de nous quitter, hein, donc je pense qu'on quitte sur une belle note. Ah oui. Ça fait déjà un bon moment qu'on est ensemble sur Fréquence BD. J'espère que vous avez été heureux d'être avec nous, à moins que vous voulez rajouter quelque chose, mais... Non, si ce n'est que nous, en tout cas, on a été heureux. Marie, est-ce que tu confirmes ? Je confirme complètement. Bon alors ça va, si tout le monde a été heureux. Et nous, on se retrouve, alors attendez que je regarde sur... Et on se retrouve le 2 avril. Voilà, donc le 2 avril, hein, qui sera le vendredi saint. Ah, c'est pas un jour férié le vendredi saint ? Je suis en train de réfléchir. Je ne sais plus. En tout cas, on doit me prendre pour un fou. En tout cas, on se retrouvera le 2 avril, si ce n'est pas férié. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Prochaine.